Il est 6h30, bon réveil tout le monde. Wouhou, encore une magnifique journée qui s'annonce sous ce beau soleil et des températures pouvant aller aujourd'hui jusqu'à 26 degrés. Bon, c'est juste génial pour un 13 décembre. On se relaxe, c'est coquillages, les crustacés. Et puis surtout n'oubliez pas de bien rester à notre écoute tout au long de la journée pour tenter de gagner un plein d'essence d'une valeur de 500 €. On aura aussi une vingtaine de places à vous offrir pour le concert de notre pote, ici on l'adore tous, Francis Lalanne, sur le parking du Cora de Châtellerault ce lundi à 15h30. Et puis dans un instant, on retrouve la chanteuse Zaza avec son nouveau titre Arrêtez de vous plaindre. Et puis le journal, et puis ce sera la chronique économique de Bertrand Leclipteux qui nous expliquera comment être plus happy au travail en changeant son mindset. Et ouais, c'est là-dedans que ça réside. Tout de suite, c'est Jean-Louis Lamberty avec Dealer dehors. Les gens, il fait 2 degrés trop chaud. 2 degrés trop chaud. Moi, quand il fait 2 degrés trop chaud, qu'est-ce que je fais? Je mets la clim. Bande de feignasses. C'est ça le problème, c'est que les gens aujourd'hui se plaignent tout le temps. Si j'ai trop chaud, j'enlève mon pull. Si j'ai trop froid, je monte le chauffage. C'est simple. Le wokisme, qui est en fait le petit frère attardé du droit de l'homisme et de ce que nous a amené par exemple les frères musulmans ou l'État islamique qui notamment finance les associations féministes afin de détruire notre civilisation de l'intérieur. Les seules personnes qui cherchent à attaquer, c'est moi, c'est nous, c'est vous aussi. Ce sont les blancs, le patriarcat, toutes les personnes qui en fait ont toujours porté la société. Puisque je suis désolé, Napoléon n'est pas une femme noire en fauteuil roulant. D'ailleurs, de nombreuses féministes sont parties se battre en Syrie sous des burqas, mais ça, on ne le voit pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont sous des burqas. La plupart des féministes que vous voyez avec des cheveux bleus, là, chez nous à Paris, elles étaient en Syrie, sous des burqas, mais évidemment, on ne pouvait pas le voir. C'est d'ailleurs une des raisons pour... représentation. On se comporte d'une certaine manière, selon certains codes, en fonction de son milieu social, de son métier, du rôle qu'on incarne ou qu'on souhaiterait incarner dans le théâtre de la comédie humaine. Le célèbre historien israélien Yuval Noah Harari, auteur du best-seller Sapiens, nous raconte que c'est notre capacité à créer et à croire dans des fictions qui nous auraient permis de survivre là où les au moins 14 autres espèces d'hominidés qui jadis peuplaient cette planète ont aujourd'hui disparu. Parce que l'élaboration de récits communs que l'on peut partager nous permet de coopérer à grande échelle. À l'heure de la 6e extinction de masse, les récits ont un rôle important à jouer dans les mécaniques de la machine qui broie la Terre. Selon que l'on se rêve en Hobbit ou en Iron Man, en Dark Vador ou en Princesse Mononoke, notre rapport au monde est évidemment pas le même. Qu'avons-nous vraiment choisi? Dans quelle mesure sommes-nous influencés par des forces extérieures? Aimons-nous les voitures parce qu'elles sont synonymes de liberté ou parce que l'industrie automobile, grande fabricante d'imaginaire depuis le début du XXe siècle, a réussi à nous mettre cette idée en tête alors que les premières voitures qui ont débarqué en ville aux États-Unis étaient surnommées les écraseuses? Aimons-nous vraiment les cigarettes ou est-ce la faute de Clark Gable et Audrey Hepburn? Au regard de l'histoire du cinéma, de la publicité et plus généralement des industries culturelles et de la communication, une chose est sûre, une bonne part de notre imaginaire collectif a été façonnée dans des logiques marchandes. Le philosophe Bernard Stiegler nous raconte que le développement de l'industrie du cinéma américain s'est scellé en 1912, alors qu'un débat au Sénat acte que le cinéma, c'est le commerce. Qu'en développant une vraie industrie du cinéma, on contrôle la consommation. C'est ce que le théoricien des relations internationales Joseph Nye a appelé le soft power, ou la politique d'influence. Un pouvoir de séduction qui vise à encourager le public à penser ou agir d'une certaine manière. D'ailleurs, en France, jusqu'en 1959, le cinéma était au ministère de l'Industrie, jusqu'à la création du ministère des Affaires culturelles par De Gaulle, qu'il placera sous l'égide d'André Malraux. Eh ben, je ne savais pas. Le soft power peut être utilisé par un État pour tenter de faire accepter par la population des mesures ou des actions a priori impopulaires, comme des guerres par exemple. Il peut aussi servir à élaborer un grand récit national, généralement très partial,
et très martial pour qu'on s'identifie à une histoire commune, qu'on se sente d'autant plus français ou américain. Et le cinéma est loin d'être le seul moyen. Par exemple, à partir du début des années 50, la CIA a financé le développement de l'expressionnisme abstrait, en soutenant des peintres financièrement ou en organisant des expositions à travers le monde. Le but était d'encourager les formes d'expression abstraites, justement, plutôt qu'un art plus engagé, avec des messages plus directs ou des revendications politiques, par exemple. La CIA espérait influencer l'Europe dans un contexte de guerre froide, où les communistes étaient traqués partout, même dans les musées et dans les cinémas. Nous sommes bombardés d'images à longueur de journée, et la plupart de ces images sont ce que l'on peut appeler des images marchandes. Des images dont le but premier est de nous donner envie de consommer de la marchandise. L'exemple le plus évident, c'est bien sûr tout le secteur du marketing et de la publicité, mais cela peut prendre des formes plus insidieuses. Aux États-Unis, alors que 2 lois venaient d'interdire la promotion du tabac dans l'audiovisuel en 1970 et 1986, les grands cigarettiers se sont mis à payer des acteurs et même parfois la production de certains films pour que des personnages fument à l'écran. Idem en France pour le fabuleux destin d'Amélie Poulain, eh oui, qui perçut un financement d'Altadis, l'ancien nom d'Imperial Tobacco, en échange de l'apparition des cigarettes gauloises dans le film. De la même manière, dans la plupart des comédies françaises à gros budget de ces dernières années, les environnements dans lesquels les personnages évoluent ressemblent de plus en plus à des publicités. On ne voit plus que des voitures neuves, du mobilier qui semble tout juste sorti du magasin. Dans les années 80, la publicité s'est inspirée du cinéma pour donner une autre valeur au produit, une dimension plus noble, le faire appartenir à la légende. La publicité s'est donné des lettres de noblesse en s'inspirant du cinéma. Aujourd'hui, c'est le cinéma qui s'inspire de la publicité. Nous sommes tellement biberonnés aux images marchandes, au plan léché, irréel de perfection, que le cinéma emboîte le pas. Beaucoup de films ressemblent aujourd'hui à des publicités d'1h40. Le problème n'est pas tant que tel ou tel film nous donne envie tantôt de fumer une cigarette, tantôt de boire de l'eau sucrée, tantôt de partir en croisière. Le problème, c'est que l'addition de toutes ces images marchandes forme ce que l'on peut appeler un imaginaire dominant. Un imaginaire dans lequel nous avons tous baigné et qui, dans une certaine mesure, nous a construits. Le fait d'être tout le temps confronté à des images marchandes, ça marche. L'industrie se donne de tels moyens dans la conquête de nos esprits qu'elle tente à uniformiser les imaginaires, à les tailler pour la consommation. Ce grand récit de la consommation passe aussi par la construction d'un imaginaire qu'on pourrait qualifier d'individualiste. Que ce soit dans les classiques Disney, Robin des Bois, Peter Pan, les vieux péplums, Spartacus, Ben-Hur, ou les concours de cuisine, Top Chef, Objectif Top Chef, Top Chef le secret des grands chefs, Top Chef le choc des héros, Top Chef Norbert et Jean le défi. un des piliers fondamentaux de l'imaginaire dominant, c'est la figure du héros. Un individu éclairé qui, à l'aide de quelques faire-valoir, accomplira sa mission et, pourquoi pas, sauvera tout ou partie de l'humanité. Le culte du héros, et donc de l'individu, est un élément crucial dans la fabrique d'un imaginaire marchand. Aujourd'hui, nous sommes complètement conditionnés par cet imaginaire de l'homme, voire plus rarement de la femme providentielle, du héros messianique qui débarque pour tout sauver. Même en matière d'écologie, on attend toujours que des héros arrivent pour trouver la solution miracle. Que notre salut vienne d'en haut, pour ne pas dire tombe du ciel. Sauf que dans la réalité, ça se passe pas comme ça. La moindre avancée sociale dont nous profitons aujourd'hui a été arrachée par des luttes et des combats collectifs. Et le combat du siècle, qui est de sauver les meubles et de tenter de garder cette planète habitable et vivante, il ne peut se mener qu'avec des bataillons partout. Des groupes de personnes ancrées dans leur territoire qui luttent ensemble pour le protéger des agressions du monde marchand et qui, dans le même temps, inventent d'autres façons d'y vivre et de l'habiter sans le détruire et se détruire. Les auteurs qui ont donné corps aux théories de l'effondrement ces dernières années sont unanimes. Si les besoins minimaux ne sont plus assurés, il n'y a que l'entraide et la solidarité qui pourront nous sauver. Pour survivre durablement à un éventuel effondrement des structures de nos modèles économiques et politiques, il nous faut dès maintenant tisser des réseaux d'entraide et de solidarité, recouvrer de l'autonomie, s'ancrer dans son voisinage, sur un territoire, pouvoir compter les uns sur les autres. Vous verrez que si de tels bouleversements ont bel et bien lieu dans les années à venir, ce sont les quartiers, les villages et les collectivités où les gens se connaissent déjà, ont déjà tissé du lien social qui s'en sortiront le mieux. Les héros ont leurs limites. Ils peuvent nous inspirer, nous donner envie d'agir, mais il ne faut pas compter sur eux pour nous sauver dans la réalité. Non mais tes références, elles datent un peu. Aujourd'hui, les gens ils s'identifient quand même plus à Squeezie ou à Elena Situation qu'à Wonder Woman ou James Bond. Eh ben oui. Les influenceurs, c'est le rêve ultime du capitalisme réalisé. Déjà à la télévision,
le contenu pouvait se confondre avec les publicités. Mais ici, c'est encore plus fort, ce sont les gens. Il ne s'agit plus de personnalités qui tirent leur notoriété du cinéma, de la musique ou du sport et dont l'image est récupérée par des marques. Elles sont connues dès le départ pour être des publicités ambulantes. Personne n'aurait parié que le métier d'homme sandwich, qui était plutôt misérable et méprisé au XIXe siècle, devienne un jour une perspective de gloire sous le capitalisme virtuel avancé. Ça déteint sur nous, on s'en rend même pas compte. Sur Instagram, même quand on n'a rien à vendre, on se met en scène comme dans une publicité. Nos aventures sont polluées par la nécessité de les mettre en spectacle. En même temps, il y a des films qui ouvrent les yeux. Hein. Moi, j'ai appris à aimer la nature avec Le Livre de la Jungle ou Le Roi Lion. Bambi m'a fait détester la chasse. Ben justement, on s'est rendu compte chez Disney que les représentations de la nature dans les films s'appauvrissent de plus en plus à travers le temps, et que ça a un impact certain sur les imaginaires de toute une nouvelle génération qui, justement, a plutôt intérêt à s'inquiéter du sort du monde vivant. Cette amnésie environnementale générationnelle est particulièrement visible dans les films Disney, que la chercheuse en sciences de la conservation Anne-Caroline Prévost a étudié en profondeur, et elle a observé que la durée relative des scènes dans des paysages de nature diminue avec l'année de production, passant de 80% en moyenne dans les années 40 à 50% environ dans les années 2000. Plus précisément, les années 80 ont vu l'apparition de films où presque aucune scène d'extérieur n'inclut de nature, comme Oliver et compagnie, Aladdin, Le Bossu de Notre-Dame, Monstres et compagnie et Ratatouille. Elle remarque aussi que le nombre d'espèces animales dans les décors des films d'animation diminue avec l'année de production. 22 espèces dans Blanche-Neige en 1937, 26 dans Pinocchio en 1940, mais 6 espèces dans Mulan, 7 dans Lilo et Stitch et seulement une dans Indestructible. Les récits sont les reflets d'une société, mais aussi, qu'on le veuille ou non, des milieux dans lesquels leurs auteurs évoluent. Si la plupart des réalisateurs vivent en ville, par exemple, que les citadins sont de plus en plus déconnectés du monde vivant, ça se voit dans les films. Et forcément, notre regard est influencé par ce qui constitue notre quotidien. Il nous faut créer et valoriser nos propres récits. Notre avenir se dessinera aussi en fonction de nos nouvelles utopies. Quand un pouvoir impose ou encourage des codes, on peut aussi les squatter, se les réapproprier. C'est pas parce que la CIA a encouragé le développement de l'art abstrait qu'il n'est pas aussi un champ d'expérimentation et de création d'imaginaire extrêmement fécond, parfois très politique. C'est pas parce que le rock a fait partie du soft power américain qu'il est aussi une grande entreprise commerciale que tous les groupes de rock sont à considérer comme de bêtes petits soldats de la société marchande. Il y a des effets tordus du capitalisme qui font que parfois, des gestes d'émancipation ont été portés par des produits commerciaux, dit l'écrivain François Bégodeau. On peut se laisser rêver et inventer de nouveaux récits, des histoires de construction collective plutôt que toujours de héros messianiques, des histoires qui s'ancrent dans un imaginaire plus résilient et décroissant plutôt que des images marchandes et des films qui ressemblent à des prétextes pour mettre en valeur les produits. Des récits de lutte et de résistance, d'actions politiques concrètes et collectives plutôt que de renoncement, de fatalisme ou d'apocalypse. Le cinéma peut être un art avant d'être une industrie. La terre trembla, la plaine se souleva et craqua. Les cieux éclatèrent en tonnerres striés d'éclairs. Un torrent de pluie noire tomba en une cinglante flagellation. Et au cœur de la tempête, avec un cri qui perçait tous les autres sons, déchirant les nuages, jaillirent les Nazgûl, tels des traits enflammés, comme pris dans la ruine embrassée de la montagne et du ciel. Ils craquetaient, se desséchaient et s'éteignaient. Eh bien, c'est la fin, Sam Gamgee, d'une voix à son côté. Et voilà que Frodon se trouvait là, pâle et usé, et pourtant redevenu lui-même.
Et dans ses yeux, il y avait à présent la paix, et non plus une tension de la volonté, ni la folie, ni aucune peur. Son fardeau lui avait été retiré. Dans toute cette ruine du monde, il ne ressentait pour le moment que joie, et une grande joie. Le fardeau était parti. C'est dans le tome 3 du Seigneur des Anneaux. C'est exactement le moment où il vient de détruire l'anneau. Et où tout d'un coup, il se libère d'un truc qui peut faire penser à notre société. Cette espèce de... Enfin, quand tu prends chez Tolkien, la façon dont il considérait l'anneau, c'est un mélange entre l'industrie, la propriété privée, et en fait la forme de toxicomanie que ça peut emmener, quoi. Savoir, la société organise comme ça une espèce de manque, une espèce de manque affectif, de manque social, de manque de communauté, de manque de lieu, et dont la seule réponse possible se retrouve dans la consommation. Alors le truc, si on est un peu de droite et réactionnaire, on parlera de la consommation de drogue, et si on est un peu plus de gauche, on dira que la personne qui va sur les Champs-Élysées s'acheter des vestes Armani à 600 € est aussi un drogué, parce qu'une fois qu'il aura sa veste à 600 €, il en vaudra une à 700, et puis une fois qu'il aura celle à 700, il vaudra un 800. Donc comment est-ce qu'une société organise en fait le manque de relations sociales? Et il y a ça dans Frodon, c'est-à-dire qu'il s'isole, et le seul truc qui sauve, c'est l'amitié indéfectible de quelqu'un qui voit son pote partir de plus en plus en couille, qui dit ok, attends, attends, on va gérer le truc s'il le faut, quoi. Bah là, dans le passage que tu lis, moi je chantais. Ce qui est beau, c'est le soulagement. Enfin, moi je ressens, il est soulagé, ce héros, il est soulagé d'un poids. J'aime bien cette idée de charge, parce que je trouve qu'elle dit ce que c'est que vivre dans une société comme la nôtre. Peut-être dans toute société d'ailleurs, peut-être que c'est toutes les sociétés qui sont des charges aussi. Que c'est difficile d'être un être social. De vivre parmi une société, même quand elle est un peu plus vertueuse que celle qu'on connaît actuellement. Il y a quelque chose il y a une charge, quoi. On croule sous ce poids. C'est lourd, lourd. Mais à 16 ans, j'ai découvert ce bouquin de Debord, quoi, La Société du spectacle. Et dernièrement, j'ai eu une espèce d'expérience un peu étrange suite à une rupture où là, je me sentais seul et je me suis mis sur cette espèce d'application qui s'appelle Tinder. Et du coup, là, j'ai revécu totalement ce qui était de l'ordre de la société du spectacle, parce que je me retrouvais devant un catalogue de gens qui essayaient de se vendre et à qui je disais j'aime bien, j'aime pas, j'ai à moitié envie, j'ai à moitié pas envie. Et ça, cette espèce de théorie de la marchandise qui commence à devenir un espèce de mouvement total dans la manière dont les choses se font dans les trucs les plus intimes, que ce soit... Et le côté réjouissant de tout ça, c'est qu'en fait, quand tu rencontres la personne que tu es censé voir sur Tinder, en fait, t'as pas une marchandise. T'as un être humain, quoi. Et tu peux voir l'espèce de gap, comme ça, qu'il y a entre la façon dont la personne pense qu'elle doit se vendre et ce qu'elle est réellement. Et elle est toujours plus intéressante dans ce qu'elle est réellement. Sa valeur d'usage est supérieure à sa valeur marchande. C'est ça, tout pour reprendre des termes canoniques. De toute façon, c'est toujours un peu le même sujet sur les grandes structures qui nous imposent leurs imaginaires ou dans quelle mesure nous arrivons à y résister concrètement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas épuisés par ce genre de choses. Moi, c'est vraiment une question que je me pose toujours. Toi, je pense à la série, par exemple. La série, c'est vraiment le phénomène culturel mondial depuis 15 ans. Vraiment, c'est quelque chose d'énorme, quoi. Moi, quand on était le contemporain, tu vois, je les ai vus apparaître à la fin des années 90. J'ai vraiment vu évoluer ça. Moi, je pense qu'il y a quand même un truc qui par-delà les contenus épisodiques de telle ou telle série, des contenus donc plus ou moins progressistes. Ces contenus-là me paraissent toujours secondaires par rapport à la forme qu'on nous impose. La forme qu'on nous impose. Et c'est souvent les formes qu'on nous impose. Et ben pour moi, la série, là où elle est, je pense qu'elle peut être émancipatrice comme tout, moi je ne réfute pas ça. Mais où vraiment elle nous impose quelque chose qui affecte les corps, les façonne et les rend indisponibles à d'autres formes, c'est vraiment la rapidité. Parce que c'est ça la forme série. La forme série, c'est... D'abord, ça se consomme hyper vite. Ça se consomme, en général, on regarde 4 épisodes de suite. Il y en a même qui se font 3 saisons en un week-end. Enfin, voilà. Et ça, c'est les formes. C'est-à-dire que même si le contenu est d'extrême gauche, même si, je sais pas, c'est la Casa del Papel que certains gauchistes adorent parce que, ouais, quand même, on est en train de braquer une banque et voilà, c'est le capital qu'on attaque. Moi, je crois pas, en fait. Mais admettons, de toute façon, il y a cette forme qui opère. Et moi, je pense que c'est ça, si tu prends Et moi, mon inquiétude, parce que si cette forme existait à côté d'autres formes, tout irait bien. Il faudrait tout pour faire un monde.
Mais la forme, elle est hégémonique. Ouais, Et c'est l'hégémonie qui, en toute chose, Donc moi, j'ai des doutes sur le fait que quelqu'un qui fréquente des séries, beaucoup assidûment, puisse de nouveau être disponible à un documentaire, par exemple un documentaire, pour prendre vraiment un genre totalement séparé de la série, qui proposerait, par exemple, des plans fixes de 2 minutes. L'emprise de ces formes-là, et peut-être de nos formes de vie aussi, et des formes économiques dans lesquelles nous sommes pris, c'est d'abord un certain rapport des corps au temps. Souvent, les producteurs de séries, quand ils la commencent, ils savent pas comment ça va terminer. Bah oui. Et je trouve qu'il y a une belle analogie à faire avec la société là-dedans. C'est qu'on produit, et à mesure qu'on produit, on va finir par définir ce qu'on va produire, mais on ne le sait pas de base, quoi. Ce qui donne d'ailleurs généralement des fins hyper décevantes à la plupart des séries. C'est parce que les mecs, ils rentrent d'abord dans une aventure dont ils n'ont pas décidé de comment elle va finir. Ce qui n'est pas le cas dans un roman, par exemple, ou dans un film. Et donc finalement, est-ce que c'est pas la production logique d'une époque qui ne sait pas elle-même où elle va, quoi que puissent en dire les dirigeants qui ne savent pas non plus eux-mêmes où ils vont en réalité. Ils ne savent vraiment pas où ils vont. En fait, je me demande si, tu vois, on se demande toujours quel récit on peut produire. Il y a les récits dominants et puis il y a les contre-récits. Mais est-ce que le problème ne serait pas tout simplement l'agencement en récit de nos imaginaires politiques ou de nos... Est-ce que vraiment ça se raconte ce qu'on a à dire? Est-ce qu'on aimerait promouvoir, quoi? Parce que c'est vrai que s'il y a un tronc commun à la façon dont la télé raconte le monde et la façon dont le cinéma, dans ses grandes largeurs, enfin en tout cas dans sa grande globalité, raconte le monde, c'est qu'il le raconte, c'est qu'il l'agence en récit. Et il y aurait donc l'ordinaire qui ne vaudrait pas trop d'être considéré, la régularité, et l'exception qui vaudrait d'être considérée. Hein, tu ne peux vendre un scénario qu'à partir du moment où tu as trouvé une bonne exception, un truc, ah oui, non, j'ai trouvé un... Mais j'ai l'impression que cet imaginaire, il est surtout... l'imaginaire événementiel, il est aussi constitué par quelque chose de l'ordre de la catégorie de l'élection. Ouais. C'est-à-dire, tu peux prendre les vieux mythes grecs ou les vieux mythes romains, et puis les cycles arthuriens, et puis par après les héros du roman bourgeois ou les héros du film. Il est toujours élu, quoi. Ouais. Okay. Harry Potter, par exemple, lui, il est élu et c'est déjà mis dans la prophétie et c'est rangé à l'intérieur du ministère et tout. Donc cette espèce de mythe de l'élection, de celui qui serait destiné par une espèce de fatalité à régler les choses. Et je veux dire, finalement, Macron, c'est un remake d'Harry Potter. Non, mais c'est vraiment ça, c'est un remake d'Harry Potter. Physiquement, il y a un truc. Physiquement, il y a un truc. Déjà. C'est pas faux. Jusqu'à quel point, ce serait ça la question, jusqu'à quel point de baigner dans ces œuvres-là finit par façonner des esprits, mais au bout du compte antidémocratique, ou qui de toute façon se dépossèdent eux-mêmes de leur propre souveraineté, puisque ça nous façonne pour attendre toujours... Enfin, il y a une phrase de Brecht qui est très connue et qui est géniale, et Brecht n'est pas marxiste pour rien, qui croyait plutôt aux héros collectifs, aux agents collectifs de l'histoire. Malheureux le pays qui a besoin de héros. Je ne sais plus dans quelle pièce c'est une phrase connue. Malheureux le pays qui a besoin... Bah oui, si tu as besoin de héros, c'est que déjà tu es mal en point, et surtout que tu n'as pas toi-même tes propres ressources pour pouvoir t'émanciper. Est-ce qu'on peut à un moment mobiliser un agent collectif sans reconduire un peu l'imaginaire du héros quand même, du mec qui a compris les choses un peu avant nous. Je pense malheureusement que dans l'état actuel des choses c'est impossible et que dans des positions où des gens, un certain nombre de gens doivent prendre des décisions sur des réalités matérielles, en l'état actuel des choses, il est impossible de s'en passer. J'en suis persuadé, quoi. Je suis persuadé. Donc finalement, le corps collectif en tant que centre du récit n'est amenable qu'après une révolution qu'on pourrait qualifier de communiste, qu'on pourrait qualifier d'anarchiste et qui renverserait le récit en lui-même. Après, je sais pas, qu'est-ce que tu dirais par exemple de ce point de vue-là, tu vois la ZAD, ouais. Alors de Nantes, enfin de Notre-Dame-des-Landes, moi je dis Nantes parce que je suis nantais, donc j'essaie de ramener ma fierté, est un sujet historique vraiment important, très important, alors pour le coup, complètement dépersonnifié. Après, quand tu les fréquentes, toi, tu as rencontré des gens, moi aussi, mais non, publiquement, il n'y a pas eu de figure personnelle qui émergeait. Tu pourrais, tu vois, est-ce que c'est pas parce que la situation elle-même était tellement forte? Tu vois, en fait, je crois que c'est la situation qui personnifiait le truc et qui nous donnait la petite dose
d'héroïsme ou de singularité ou de pittoresque dont on a besoin. C'était parce que la ZAD en tant que telle est un personnage génial, tu vois. Parce que c'est assez simple. Ouais. C'est presque un imaginaire d'ailleurs assez... Ouais, c'est un imaginaire qui reconduit des vieux trucs. C'est le camp retranché. À la rigueur, c'est presque Astérix d'une certaine manière que ça rejouait un peu, tu vois. Bah d'ailleurs, Opération César, c'est pas pour rien. Bah oui, tout à fait. Ils ont de l'intelligence. Ils ont de l'humour. Ils ont de l'humour. C'est l'humour noir, quoi. Non, c'est vrai que c'est savoureux. Et là, donc, du coup, quand tu produis des situations fortes comme ça, et c'en était une vraiment extraordinaire. En plus, elle avait le mérite d'être simple et schématique. Une zone, elle s'appelle zone, à défendre. Un projet urbanistique bien clair qui s'appelle un aéroport, et puis après tout un tas d'autres choses. Et je pense que c'était la situation qui avait du talent, et du coup on n'a plus besoin de héros à ce moment-là. On n'a pas besoin de figures. Je pense que c'est pas mal de produire une sorte de théâtre de l'alternance des pouvoirs. D'ailleurs, ça a été beaucoup pensé par tous ceux qui ont pensé conséquemment à la démocratie. C'est qu'évidemment, l'idée c'est que ça tourne, quoi. Oui, tu peux garder la structure personnage, un personnage central, pas forcément héroïque, il peut même être anti-héroïque, mais il est quand même le héros de l'histoire. Simplement, tu le resitues dans tout un tas de conditionnements, d'agencements, de structures, d'affections, comme on dit chez Spinoza, quoi. Il est multi-affecté par tout un tas de choses de son environnement, ce qui fait que lui-même est un produit, en fait. Il est un produit pour le meilleur, pour le pire. Ça peut être un bon produit, un mauvais. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression qu'étonnamment, si on parle en littérature française, un personnage qui n'est pas vraiment du camp de l'émancipation, mais que Marx aimait beaucoup, c'est Balzac a réussi très fort à faire ça. Ouais. Très très fort à faire ça. Oui, il a montré les structures, quoi. Ouais. Oui. Ça, c'est le grand paradoxe de royaliste conservateur qui a inspiré Engels et Marx. Mais ça, c'est la beauté de la littérature, c'est que justement, elle peut... ou de l'art en général, c'est que les œuvres sont toujours beaucoup plus vastes que leurs auteurs. Alors ça, c'est beau, parce que du coup, elles peuvent être appréhendées de mille manières, qui ne sont pas forcément ce que l'auteur a voulu y mettre, quoi. Et ça, je trouve que c'est... En tout cas, moi, je pense qu'effectivement, on peut tout à fait dire que des œuvres ont une valeur de propagande extraordinaire. C'est redoutable, ce qui se passe. Et en même temps, moi, je pense qu'il faut maintenir le fait qu'il y ait de l'art, parce que, tu vois, envers et contre tout. Parce que... Et même l'art est sans doute souvent, même quand il est complètement pensé par des propagandistes explicites, eh ben, il est quand même rare que l'œuvre soit totalement réductible à ce qu'a été l'intention dégueulasse des gens qui le font. Non mais c'est vrai, je veux dire... T'as qui en tête, là? Oh ben non, mais je veux dire... Non, mais il y a des... C'est pas grave, c'est pas d'ennemis, il y a pas de problème. Il y a des grands propagandistes. Mais ouais, l'œuvre est toujours plus forte, ouais, c'est sûr. Ça, j'en suis convaincu. Coupé. Et en fait, ces gens-là, ces homosexuels, veulent en fait qu'on ait juste tous les hommes deviennent des femmes, alors qu'en fait, moi je déteste ces idées-là. Un homme, c'est quoi? Un homme, c'est des beaux muscles, un homme, c'est des poils éventuellement, un homme, c'est un beau sourire, une mâchoire carrée, c'est un torse, des abdominaux qu'on a envie de caresser. Un homme, c'est quelque chose de puissant. On a envie qu'il nous prenne dans ses bras puissants, des petites fesses bien rebondies comme ça. C'est ça un homme, un vrai. C'est pas tous ces machins, ces femmelettes qui se débaladent comme ça en robe, etc. Non, un homme, c'est un torse saillant, un petit short un petit peu court comme ça en jeans, où on voit les belles grosses cuisses. Et là, on se dit, ça c'est un mec, ça j'aime ça. Aujourd'hui, monsieur, on ne peut plus rien dire et je vais vous le prouver. Oh, vous faites rire, allez, ça se travaille, c'est colons de merde.
Christine, tous